Regard croisé, on y est maintenant. Nous allons recevoir ce soir Rodrigue Gaego, correspondant au Togo de Radio Canal K Suisse. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Et bon retour. Ah oui, on peut le dire ainsi. C'est vrai que ça fait un bon moment. Oui. Mais bon, on est là quand même. Beau Soleil Obekou, président du mouvement Togo pour tous. Bonsoir Beau Soleil. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niavi, merci de m'avoir invité. Avec vous, on va faire le menu de ce soir. Le Mali, nous allons évoquer donc cette manifestation qu'appelle un leader religieux contre la lutte inefficace contre les djihadistes. On ira aussi en Côte d'Ivoire parler de l'arrestation, de la condamnation à de l'amende de 2 journalistes pro-Gbagbo pour diffamation. Et puis le Togo, on se demandera jusqu'où ira Guillaume Kodjo dans sa contestation et on tirera les enseignements des résultats définitifs tels que proclamés par la Cour constitutionnelle. Premier sujet, le Mali. Un mouvement parrainé par l'imam Mahmoud Diko, éminente figure religieuse malienne, appelé mardi à manifester vendredi à Bamako pour dénoncer les maux dont souffre le Mali, de la corruption à la manière de mettre un terme aux insurrections djihadistes. La coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Diko, lancé en septembre, organisera un meeting à partir de 14h vendredi sur le boulevard de l'Indépendance. C'est ce qu'a indiqué Badara Diakité, membre de la coordination. Il sera question donc lors du meeting de la lutte contre la corruption des équipements militaires, avions et blindés, de la négociation avec Iyad Agdiali et Amadou Koufa et de la crise scolaire. Firmin Teko, un religieux qui appelle à manifester. Mahmoud Diko, c'est un imam très écouté, très respecté. Est-ce que c'est la meilleure contribution qu'il puisse faire au Mali? Non, je ne peux pas dire que c'est la meilleure contribution. Moi, je peux dire c'est comme on dit, chacun a sa partition à jouer dans la construction d'un État. Il est dépassé et de plus, quand on parle de djihadistes, on dit souvent que c'est entre guillemets l'islam et tout ça. Donc, quand un musulman, un imam se lève, s'insurge contre ces pratiques-là, c'est une manière de blanchir un peu la religion pour dire qu'en religion, c'est une religion saine, c'est une religion de paix qui n'a rien à voir avec ce qu'on lui reproche en ce qui concerne le djihadisme qu'on connaît. Maintenant, ce que je voudrais faire observer 2 petites choses. Aujourd'hui, je suis allé chercher un livre que j'affectionne beaucoup, qu'on appelle la géopolitique africaine, et c'est une journaliste qui avait écrit sur le djihadisme, qu'on appelle Sabine Sessou, et je veux lire juste 2 de ces phrases. Il dit, au nord du Nigeria, elle parlait du début de Boko Haram. Il dit, au nord du Nigeria, Boko Haram se forme en 99. Il exploite les lacunes d'un État défaillant et les frustrations d'une population qui ne bénéficie pas de la manne pétrolière dont les retombées profitent surtout au sud du pays où se trouvent les gisements de pétrole. Voilà, c'est 2 petits éléments à relever. Un État défaillant. Si la situation perdure aujourd'hui au Nigeria, non pas au Nigeria, mais au Mali, c'est parce qu'il y a, moi je dis qu'il y a un État défaillant. C'est parce qu'au niveau de la sécurité de ce pays, ça ne répond toujours pas. C'est comme on n'a pas d'armée, c'est comme on n'a pas d'état-major, l'état-major, toute la construction qu'on devait y avoir, les dispositifs sécurité qu'on devait avoir pour lutter efficacement contre le djihadisme, on ne l'a pas. Du jour au lendemain, il y a telle attaque, du jour au lendemain, il y a telle attaque. C'est parce que l'État n'arrive toujours pas à répondre à cela sur le plan sécuritaire. Maintenant, quand on parle de la corruption, l'État est toujours défaillant. Parce que les richesses du pays, peut-être, ne profitent pas à tout le monde. Il y a le côté social qu'il faudrait relever. Et ça, on l'a toujours dit ici, sur cette antenne. Tant qu'on n'arrivera pas à régler le problème, le côté social de nos populations, des populations africaines, cela va toujours aller de propension en propension. Parce que les djihadistes, ce sont des êtres humains qui on prend. Ce sont des populations vulnérables. C'est parce que les gens n'arrivent pas à trouver à manger et on les rassemble quelque part, on leur formate l'esprit, on leur dit c'est parce que ceux-là, ils profitent des richesses du pays et que vous vous êtes délaissés pour compte. Alors venez, on va lutter contre eux. Pendant des années, on travaille la psychologie, on leur formate l'esprit et après, on les enrôle et ils commettent de telles attaques. Je pense que si on n'arrive pas à régler ce problème, à rendre l'État beaucoup plus fort et le côté social bien réglé, je ne pense pas qu'on puisse trouver une solution adéquate au problème du mais Rodrigue, je le disais, l'imam Mahmoud Diko est très influent.
il aurait pu utiliser cette influence autrement que d'appeler. C'est pas la première fois qu'il organise une manifestation. On l'a vu la dernière fois, ça a été hyper suivi. Mais son influence, il aurait pu l'utiliser autrement aussi pour contribuer à l'amélioration de la situation. Oui, autrement, c'est-à-dire, si je comprends bien, collaborer avec les autorités en place au Mali ou peut-être les Occidentaux, si c'est ça autrement. Sinon, à vrai dire, lorsque vous lisez dans cette initiative, vous comprenez que l'imam s'est résolu qu'il n'y a plus de répondants devant. Parce que les gens sont dans un business. Est-ce que les gens veulent véritablement lutter contre le terrorisme? Je pense qu'on en avait longtemps parlé autour de ce plateau. On a compris que c'est un business et ça a été longtemps commenté même au Mali, à un point où il y a eu une pression interne sur le président de prendre ses responsabilités. Parce que quand vous figurez-vous, je l'ai dit, les terroristes ne sont pas armés de machettes ni de gourdins, pas de couteaux de cuisine. Mais ils ont des armes sophistiquées que même l'armée régulière n'a pas. Et ça profite à qui? Allez voir, par exemple, ceux qui sont touchés par ces attaques-là. Ce sont des innocents, des pauvres qui n'ont pas à manger. Et je suis d'accord avec Firmin, c'est l'injustice sociale qui est à la base du terrorisme. Parce que quand vous dirigez un pays et vous engouffrez les populations dans une pauvreté béante, les gens n'arrivent pas à s'en sortir. À un moment donné, la nature ayant horreur du vide, mais les populations se comportent, ou certaines personnes au sein de la population se comportent comme ce chien-là ou ce chat qu'on a chassé jusqu'à son dernier retranchement et qui se retourne. Donc aujourd'hui, ça sème l'insécurité un peu partout, mais j'ai comme l'impression que ça n'interpelle pas nos chefs d'État. Mais les djihadistes, si on veut les prendre, on va les prendre. Comment Kadhafi a été pris? Mais ces djihadistes dont on parle, ils communiquent. Ils utilisent des véhicules. Ils se ravitaillent. Ils ne sont jamais en pénurie de carburant. Ils utilisent leurs munitions. Ils se ravitaillent en munitions. Où? C'est la grande question. Les armes même, ils les trouvent où? À ce que je sache, le Mali n'en fabrique pas. Donc aujourd'hui, l'imam trouve qu'il n'y a pas de répondant devant. Les gens sont dans ce business. Les gens mangent. Autant rassembler les populations pour, s'organiser et se défendre contre ce terrorisme-là. Et ça inquiète parce que ça risque de déboucher sur autre chose. C'est là où mon inquiétude se situe. Alors, Beausoleil, vous pensez que c'est... j'allais dire, ce qu'il a de mieux à offrir aujourd'hui, mobiliser les populations pour dénoncer les maux qu'ils trouvent anormaux dans le pays? Non, au fait, l'imam Dicko, au même moment qu'il critique le gouvernement pour sa gestion de la crise sécuritaire au Mali, il est très remonté, ce qui est aussi positif, c'est qu'il est très remonté contre les djihadistes. Bien sûr. Et je crois il n'y a pas mieux à agir sur la population lorsqu'on veut lutter contre les djihadistes, parce que, comme mes deux frères viennent de le dire, ils exploitent souvent la défaillance de l'État. Et quand on parle de la défaillance de l'État, ceci dit, les djihadistes aussi ne sont pas à exonérer de ces histoires de corruption, tout ça, parce que ceux-ci luttent après tout pour eux. Quand on vous montre comment les djihadistes s'enrichissent, les chefs des djihadistes qui s'enrichissent, et tout ça là, bon, ce sont aussi des gens, des groupes de narcotrafiquants et qui s'organisent bien pour s'enrichir. Donc, je crois que leur cause aussi, c'est pas pour servir la population, les djihadistes. Donc, l'imam qui trouve que la population, la vraie victime, c'est la population, veut agir au niveau de la population pour pouvoir lutter contre les djihadistes. Moi, ce qui m'intéresse dans sa démarche, c'est que il est contre les djihadistes. Il veut qu'on lutte efficacement contre les djihadistes, et je crois que c'est ce que le gouvernement aussi fait. Donc, j'espère que sa manière de faire et sa stratégie peut amener le Mali à trouver des solutions idoines pour pouvoir mettre hors de portée les djihadistes. Alors, ce qu'il dénonce, c'est quand même assez justifié. Par exemple, il parle de corruption. Aujourd'hui, on reconnaît que l'État malien est l'un des États les plus corrompus. Les équipements militaires, avions et blindés qui sont pour beaucoup défectueux.
Il évoque la négociation avec Yad Dagali et Amadou Koufa. L'État malien a entamé des négociations. La crise dans le scolaire. Bref, une certaine déliquescence de l'État. Oui, comme on l'a dit tout à l'heure, quand on parle de corruption, ça veut dire que les richesses du pays ne sont pas également réparties. C'est ça, en fait. Ça veut dire que l'État malien n'a pas mis en place des mécanismes importants pouvant lutter efficacement contre la corruption. Ça veut dire qu'il y a des détournements de deniers publics. Mais de ça, est-ce qu'on peut dire, en fait, que Mahmoud Dicko appelle à manifester contre la gouvernance IBK? Oui, il y a tout ça là. Puisque quand il parle de la négociation, c'est l'État, c'est des choses qu'il reproche à l'État. Quand il parle de la corruption, c'est toujours l'État. Quand il parle du scolaire, c'est toujours l'État. Ça veut dire l'État est défaillant sur tous ces points-là. Ça veut dire le côté social, le système éducatif. L'État n'est pas présent. Au niveau de la saine gouvernance, l'État n'est pas présent. Et au niveau de la négociation même, avec les djihadistes. Mais sur ce point-là, c'est là où je dis, bon, là, je peux le critiquer à ce niveau, parce que quand on ne négocie pas, on va faire quoi avec les djihadistes? Bon, peut-être qu'il n'a pas vraiment dit que c'est pour être contre la négociation. Je ne sais pas, on n'a pas véritablement détaillé ce qu'il met dans cette revendication. Oui, peut-être il peut mettre un certain nombre de clauses, peut-être pouvant aller en faveur des populations. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est... Moi, je suis beaucoup plus pour la négociation. Parce que si on ne négocie pas, c'est ce que Blaise Compaoré faisait, et c'est ce qui arrangeait, c'est ce qui permettait d'avoir un certain calme, une certaine sécurité dans la zone ouest africaine. Mais sur le point de négociation, je pense qu'il faut aujourd'hui négocier avec les djihadistes, les appeler à une table de discussion, leur demander qu'est-ce que vous voulez. Parce que c'est des gens là, ils veulent quelque chose. Si par exemple, Christian Kaboré, le président burkinabé, avait accepté négocier avec les djihadistes qui étaient venus vers lui juste au lendemain de sa prise de pouvoir, s'il avait accepté, je ne pense pas qu'on en serait aujourd'hui à ce niveau. Il faut aujourd'hui que les chefs d'État créent un cadre de dialogue pour pouvoir négocier avec les djihadistes. Et là, on leur demande, qu'est-ce que vous voulez? Parce que des gens, c'est une question d'équilibre de terreur, en fait. Ils ont des armes. Vous ne pouvez pas leur retirer ces armes. La meilleure des choses, c'est d'appeler ces gens-là à une table de discussion, discuter avec eux, leur demander ce qu'ils veulent, et ils vont vous citer leur point A, B, C, D. Et puis, vous allez essayer de les rassurer, d'en satisfaire un ou deux, trois. Maintenant, l'autre chose, quand ils parlent de la corruption, mais à ce niveau, c'est ça, en fait. C'est des choses qui frustrent. Vous imaginez quand des gens ne trouvent pas à manger dans un pays, des gens ne trouvent pas à manger, des gens n'arrivent pas à s'assurer leurs soins de santé, des gens n'arrivent pas à envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et parallèlement, ou en face, vous voyez des ministres qui détournent des milliards. Vous voyez des ministres à qui on confie des projets de BTP, ainsi de suite. Et ils détournent ces milliards, ces centaines de millions, alors que parallèlement, vous manquez, vous n'arrivez même pas à vous assurer 2 repas par jour. Ça frustre. Donc c'est pour cela que sa lutte, au fait, est justifiée. Donc, mais est-ce qu'il va être écouté? Est-ce que IBK va l'écouter? C'est la grande question. Ça rejoint ce que disait, je pense, l'ancien président burkinabé Thomas Sankara. Le choix, c'est entre le champagne pour certains et l'eau potable pour tous. On va aller à la pause et on revient continuer ce débat.